Nous sommes des élèves de terminale en cinéma et nous allons avoir 18 ans en 2022. Lors d'une journée comme les autres, notre professeur, inquiet du silence de ses élèves, cherche à se renseigner sur la cause de ce calme pesant. Il nous confie aussitôt son étonnement quant au nombre grandissant d'élèves en burn-out ou en dépression. Ainsi, il nous pose cette question: qu'est-ce qu'il se passe? J'ai l'impression qu'il y a l'explosion des problèmes personnels. Enfin, je dis pas que c'était moins qu'avant, mais ça se dit beaucoup plus qu'avant. Et du coup, genre, vu que ça se dit, ça s'amplifie. Et du coup, ça, il y a beaucoup de gens qui sont moins bien qu'avant. Alors, même si on parle, j'ai l'impression que ouais, par exemple, il y a des gens qui avaient des problèmes avant, ils allaient beaucoup moins extérioriser leurs problèmes et ils continuaient leur vie comme ils continuaient. Alors que de nos jours, bah, c'est la bonne manière, mais ils vont extérioriser, du coup, ils vont avoir des aménagements, mais même quand ils extériorisent, ça s'arrange pas. Aussi. Mais parce que après, c'est eux-mêmes sont globalement paumés. Et beaucoup de profs nous disent aussi. Moi, je pense aussi c'est un peu par rapport au Covid. Enfin, en fait, je pense que ça a monté un peu avec les années, vu que ces 3 dernières années, ça a été un peu, enfin, même pourri pour nous. Hein. Enfin, on rentre en seconde. Enfin, personnellement, ça s'est passé comme ça. Je suis rentrée en seconde, je connaissais personne, j'ai pas eu le temps de me faire des amis. On est passé en confinement total. Je connaissais 2, 3 personnes et puis voilà. Donc mon confinement, ben, je l'ai passé toute seule, plus du point de vue social. À part ma famille, j'avais pas grand monde d'autres. Après, j'ai retrouvé des amis. Enfin, il y a eu la première, etc. Puis en fait, on est repassé en confinement 1 semaine sur 2. Puis 2 semaines sur 3, puis 1 semaine sur 2, puis les vacances elles sont prolongées, etc. Plus, donc en fait, parce que 1 semaine sur 2, les profs se disent que c'est une bonne idée de nous balancer un PDF avec 16 pages à remplir. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus facile pour eux de balancer un dossier comme ça écrit par internet que de donner des copies en main propre. C'est comme l'argent liquide, enfin en réel et puis sur carte. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais on donne plus facilement quand c'est dématérialisé que quand c'est vraiment là. Et je pense que le travail, le confinement, plus les problèmes personnels qu'il y aurait à côté, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et je pense qu'à un moment donné, sachant qu'en plus dans ces périodes de confinement, on pouvait pas sortir, on pouvait pas faire autre chose que de dormir, travailler et, et manger. C'est ça, non mais c'était vraiment ça. Et en fait, on se retrouve coincé dans un quotidien qui ne nous plaît pas et où on se dit, il n'y a pas d'autre issue que voilà. Mais en fait, on rentre dans une routine et on garde encore des traces de ces routines. Même si là, on a du coup des cinémas qui ont réouvert, etc., il y a des gens, ils se sont mis dans des configurations de routine où en fait ils font rien de leur journée, mais parce qu'en fait rien faire de leur journée c'est mieux que de faire quelque chose en soi. Je sais pas comment expliquer ça. Ça me rappelle une expérience sur les rats que j'avais vue. L'expérience que j'avais vue, c'était quelque chose du social et je crois qu'ils avaient justement isolé de manière assez bizarre ces rats, je sais plus comment c'était fait. Dans un tuyau, je crois. Qu'ils avaient été remis quoi. Dans un tuyau. Non, je sais plus, c'était super longtemps que j'avais aussi vu ça. Et je crois qu'une fois remis de manière sociale et de manière normale, je crois qu'il y avait une histoire de classe sociale avec les rats. Genre, ils gardaient quand même cette classe alors qu'ils étaient dans le même environnement. En fait, pareil, on était tous séparés et d'un coup, on se remet tous ensemble. Et du coup, on garde la même configuration qu'on avait quand on était seul ou on s'était habitué à la chose. Ce que vous dites là est infiniment riche, infiniment intelligent, infiniment précieux et infiniment inconnu de tout le monde. Ce que vous dites là, en fait, personne ne le sait. Je sais pas, parce que par exemple, quand on en parle à nos parents, souvent nos parents ils nous disent non, vous exagérez, nous aussi, on travaillait beaucoup, etc. Ouais. Et soit on n'est pas écouté, soit on n'est pas cru, ou alors on se compare à nous en se disant non, mais vous avez de la chance, etc. Du coup, on n'a plus de crédibilité. C'est pour ça que moi personnellement, c'est sûr qu'un prof qui me demande pas, je vais pas aller lui dire que non, ça va pas. Nos profs principales ont eu quand même comme directive à un moment de quand même nous demander comment ça allait, vu que quand ils ont eu aussi le nombre de dépressions, de suicides pour les études supérieures, parce que c'est pas exactement le même cas, mais enfin, ça se rejoint quand même plus ou moins. Mais du coup, ils ont eu quand même cette directive de demander quand même si ça allait. Mais sincèrement, ça n'a rien changé. Enfin, c'était juste un oui, comment ça allait, d'accord, oui, en fin de confinement, vivement qu'on retourne en cours et tout ça. C'est toi, ça manquait de mesures, ou alors quand on est retourné en cours, il y avait des mesures qui étaient absolument inappropriées, comme par exemple faire des emplois du temps aménagés avec un suivi
avec un suivi qui manquait, ou c'est avec un... En fait, il y avait des mesures qui n'étaient pas, correspondaient pas au cas concerné, et qui étaient soit parfois extrêmes, ou alors totalement insuffisantes, et ce qui fait que c'était totalement inutile à la fin. C'est juste temporaire, ça marche sur le court terme, et sur le long terme, ça donne rien du tout, quoi. On écarte le problème pour l'instant, et puis on croise les doigts pour que ça parte, quoi. C'est un peu bizarre. Déjà, personnellement, quand un prof principal va me demander si ça va, je pense que je ne dirais pas la vérité. Parce que, vous voyez, déjà, mon prof principal, je le vois une fois tous les 15 jours. Donc c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est là sans être là. Vous, c'est pas la même chose. Ça fait déjà plusieurs années. Je sais pas, on a plus de facilité. Et en fait, on a l'impression que les professeurs principaux, ils nous demandent comment ça va. En fait, c'est comme « Salut, ça va, ouais, et toi ?» En fait, ils écoutent notre réponse, mais elle prend pas... voilà, on a une réponse, mais elle n'est pas prise en considération. Ouais. En plus de ça, c'est compliqué, même pour ceux qui, on va dire, sans parler des profs, en parlant pas de profs ou d'élèves, si on prend par exemple nos proviseurs, ou si on prend encore plus haut, quand on parlait de la réforme du bac, si on prend encore plus haut et qu'on prend genre Jean-Mimi, on peut essayer de changer les choses, etc. Mais le truc, c'est que eux, ils sont déjà pas dans un rapport intime, parce que eux, nous, on a des profs à qui on parle, etc. Mais les proviseurs, les CPE, les proviseurs, tout ça, ils ont globalement plus... eux, ils ont une fiche élève avec un nom, un dossier, des notes, etc. Et enfin, tout est écrit, et du coup, ils sont rarement en rapport avec les élèves, ou en général, c'est un lot d'élèves, et il y a rarement un dialogue individuel, et du coup, ça les aide pas non plus à comprendre et à gérer ça, quoi. Si je peux me permettre, je trouve que c'est un cadre qui est quand même relativement fermé. Ils ont un dossier avec nos notes, les appréciations, le bulletin, l'élève s'il vient en cours ou pas, les heures d'absence sur la minute près. Et en fait, on ne nous écoute pas. Et il n'y a pas c'est un cadre fermé, et on ne peut pas sortir de ce cadre parce que c'est comme ça et pas autrement. Enfin, c'est mon avis. Moi, je voulais revenir sur la notion de ne pas être écouté, etc. Il y a quelques temps de ça, dans des fiches dialogue, etc., ça allait vraiment pas bien pour moi, et on a réussi à lancer une espèce de procédure, entre guillemets, avec la directrice, la CPE, etc., parce que justement, elle voulait essayer de régler, entre guillemets, le problème. Et en fait, donc on s'est vus plusieurs fois. Il y a ma mère qui est venue, il y a les professeurs principaux, toute l'équipe pédagogique, entre guillemets, a été mise au courant. Et en fait, donc on m'avait dit, oui, tu verras, on va trouver une solution, etc. Parce que oui, c'est vrai, c'est pas normal, etc. Et en fait, la seule solution qu'on m'ait proposée, parce que moi, vraiment, le lycée, ça m'embête d'y aller. J'ai énormément de mal avec l'idée d'aller au lycée, parce que j'aime plus ça. Et pourtant, j'aime apprendre, j'aime rencontrer des gens. Et l'idée de me lever le matin, maintenant, c'est horrible. Bref, et donc, elle m'avait dit, on va trouver une solution, etc. Donc, je savais pas vraiment ce qu'ils allaient me proposer comme solution, mais je m'attendais peut-être à... Je sais pas, être une clémence, j'en sais rien, être un peu plus clément ou moins de pression, etc. Et au final, la seule solution qu'on m'ait proposée, c'est que j'aille à l'internat. J'étais là, comment ça ? Et on m'avait dit, oui, en fait, tu nous as dit... parce que du coup, j'ai un peu raconté ce qui s'était passé. Et il y a une fois où j'ai évoqué que à la maison, ça allait pas très bien non plus. Et en fait, elles ont retenu que ça. Et en fait, elles m'ont dit, pour t'épargner ce que tu fais à la maison, viens vivre toute la semaine au lycée, là où tu seras pas forcément mieux. Enfin, je sais pas comment dire ça. On essaye de nous proposer des solutions, mais c'est pas des réelles solutions, en fait. Par rapport à la taille des problèmes qu'on a, et je pense aussi qu'on est jeune, et je pense pas qu'on ait à avoir ce genre de problème-là maintenant, sachant que on est censé être en bonne santé, pouvoir profiter avec nos potes, etc. Mais la situation a fait que, en fait, c'est pas du tout comme ça, et que c'est pire même. Donc voilà. Ouais, au final, c'est justement, c'est ce qu'on avait déjà parlé, mais c'est des solutions
à court terme, ou alors parce que l'internat, enfin moi je connais des gens qui y sont allés parce que bah, c'est pareil, ça allait pas très bien dans leur famille, et, euh, et pour autant ils y revenaient le week-end et c'était encore pire. Enfin, ça règle pas les problèmes, c'est comme on avait vu là, c'est la fuite. Donc ça peut très bien marcher sur un court terme, mais au final ça règle en rien définitivement. Puis en plus, en soi, moi, mon problème, c'était pas autant ma famille et la maison. Mon problème principal, moi, c'était j'ai plus envie d'aller au lycée. J'ai tellement de pression que mes devoirs, je veux pas les faire. Je veux pas aller en contrôle. Je commence à avoir des crises d'angoisse. Enfin, je pense qu'ils ne nous pensent pas aussi légitimes à être souffrants quand ils savent qu'on a, par exemple, de bonnes notes. Moi, je sais que je me mets beaucoup de pression pour avoir des bonnes notes. J'en ai. Mais en fait, ça me rend pas heureuse. Je fais ça parce que enfin, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer ça, c'est hyper c'est un peu deep, mais cette pression là, je voulais plus ça fait genre 3 ans que je me la mets sans répit comme ça, avec le corona en plus. Et je pense qu'à un moment donné, bah tu craques. Et en fait, moi en plus, j'aurais expliqué à l'équipe pédagogique que ça faisait plus de 1 an que c'était comme ça et que j'avais rien dit parce que ben, je pensais qu'on pouvait pas m'aider. Et au final, ben, la réponse était que on fait genre on peut t'aider, mais non, en fait, on peut pas t'aider non plus. Enfin, on m'a rien proposé en dehors de ben, va à l'internat, et puis ce qui était pas non plus ce que je voulais en fait. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu dis quand tu dis que tu te mets une pression pour avoir des bonnes notes parce que je suis dans le même cas que toi. Après, je pense que moi, je suis pas aussi loin dans l'angoisse ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'au début d'année, là, c'était quand 2 semaines après la rentrée ou quelque chose comme ça, et bah dans la voiture, je suis rentrée des cours, et dans la voiture, j'ai craqué, mais j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps parce que bah je me suis pris une mauvaise note, tout simplement. Et je sais pas, le fait de se dire que toute ta vie, tu as été une très bonne élève, tu t'es toujours donné tous les moyens d'y arriver, et que là, même en donnant tout ce que tu peux donner, t'y arrives pas parce que bah tu comprends pas trop ce qui se passe, t'arrives pas à atteindre ton but en fait, bah t'es même plus fier de toi-même de rentrer et de te dire bah ouais j'ai une mauvaise note. Avant c'était pas grave, ok j'ai une mauvaise note, je me sentais pas bien sur le moment, c'est pas grave. Là tu rentres, tu dis j'ai une mauvaise note mais j'ai tout donné, je fais quoi? Et puis c'est ça, cette année c'est tout le temps ça, c'est genre les notes elles font fion comme ça et tu te dis ok, tu te donnes à 100%, mais tes notes, elles remontent pas. Tu fais comment? Tu gères comment le stress? La famille, tout ça. Enfin, après, souvent, les familles, elles sont quand même assez compréhensives avec nous. Enfin, ça dépend peut-être, mais quand elles savent que bah, on a toujours été ce genre de personnes-là, très compétentes en classe ou quoi, elles se disent que c'est juste un petit coup de mou. Et puis quand j'ai déballé mon sac à ma maman, je lui dis ouais c'est super dur, je comprends plus ce qu'il faut faire, je fais ça mais c'est pas ça, je sais même pas où je dois aller, tout ça. Elle était en mode c'est pas grave, on comprend, mais je sentais qu'au final elle comprenait pas vraiment parce que même nous, je pense que c'est impossible d'expliquer correctement ce qui se passe. Donc t'inquiète, je te comprends. Les notes, même pour moi, c'était assez compliqué, surtout durant la première, où on était beaucoup plus dans la période pandémique. Et justement, on avait tous nos repères en soi, amicales, etc. Ils étaient vachement bouleversés parce qu'on ne pouvait plus les voir ou autre chose. Et donc on se rattachait à la seule chose qu'on pouvait avoir, c'était le travail, car c'est une chose qu'on devait faire dans tous les cas, aller en cours. Et personnellement, je sais que quand je rentrais chez moi ou autre chose, parler à mes parents, j'avais une relation vraiment pourrie avec mes parents juste parce que j'étais fatigué, j'avais envie de voir personne. Et le fait de ne pas pouvoir voir mes amis, même très peu, parce que le week-end, on devait souvent rester chez soi parce qu'il y avait confinement, etc., où il y avait des couvre-feux ou toutes sortes de choses, personnellement, ça m'a vraiment pourri une année entière où vraiment je rentrais chez moi, je parlais ni à ma mère ni à mon père. Mon père était parti pendant 3 jours, je n'étais même pas au courant qu'il était revenu parce que je voulais même plus les voir. Puis après, ça a mis vraiment du temps à s'arranger, je dirais que ça s'est arrangé au bout de 4 mois, mais c'était vraiment dur cette année parce que c'était long et épuisant, juste tout simplement parce qu'on nous interdisait de faire plein de choses. Après, je peux comprendre car c'était pour le bien commun, mais c'était vraiment difficile parce que même d'un point de vue scolaire, on nous aidait pas plus que ça, ils nous accompagnaient, mais c'était vraiment, comme on avait dit, strict minimum. Ils ne cherchaient pas vraiment à savoir comment on allait et ça nous aidait pas, je trouvais. Je suis d'accord avec toi. Après, l'école, elle a toujours fait partie de notre vie.
Mais en fait, dans le contexte dans lequel on était aujourd'hui, enfin, il y a 2 ans, c'était beaucoup trop compliqué, c'était la goutte d'eau de trop. Et aujourd'hui, on en arrive à un point où c'est comme si on était dépendant des notes. Et une mauvaise note peut tout nous plomber d'un coup, que ce soit le moral, la moyenne, l'avenir, tout. Et en fait, c'est super compliqué. C'est super compliqué de penser, de vivre avec ça et de rentrer chez soi le soir pour dire, enfin, de pas être bien. Et en plus, il y a la famille, des fois c'est compliqué. Il y a les soucis personnels, il y a les soucis amicaux. Il y a trop de choses, il y a trop de soucis, il y a trop de... Enfin, moi, je trouve que c'est plus comme avant et que ça devient trop compliqué et qu'aujourd'hui, on nous écoute plus trop pour nous entendre et voilà. Moi, je trouve aussi le système de notation, vachement... Enfin, déjà, l'idée de noter des gens, je trouve ça hyper dur. Sachant que déjà, à l'école, en soi, c'est l'idée de fixer des matières et en fait, on te note à... Il faut que tu saches apprendre une feuille par cœur et à la recracher par cœur comme on te l'a appris. Et je trouve que, en fait, ça nous apprend rien de la vie, en fait. Enfin, c'est pas savoir faire une métaphore ou une comparaison qui me permettra de payer mes impôts plus tard. Enfin, je sais pas si... Ou de me vendre à une école ou de faire une lettre de motivation. Et en fait, on nous note. J'ai l'impression que maintenant, les notes, c'est aussi ce qu'on vaut dans la vie. Si t'es pas bon en français et en maths, tu vas avoir des notes nulles, mais ça se trouve, en fait, t'es bon en autre chose. Enfin, je sais pas comment dire, on peut pas limiter les gens à leur dire tu es bon en français ou en maths ou en histoire ou quoi. L'intelligence, c'est plus que ça, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Enfin, si c'était le cas, il y en a, ils seraient hyper intelligents à l'école. Si on mettait que le cinéma, il y en a, ils seraient hyper intelligents à l'école. Si on mettait que les maths... Enfin, en fait, c'est... L'intelligence, c'est pas... je sais pas comment dire ça. En fait, les notes définissent notre intelligence selon la société, alors que pas du tout. Enfin, je sais pas comment dire. Et ces notes-là, qui sont pas du tout censées nous définir, vont définir notre parcours scolaire, vont définir notre entrée dans une école ou dans une autre. Et en fait, elles vont définir plein de choses, alors que apprendre une feuille, ça dépend pas de nous. Et je pense que la mémoire, c'est pas la même pour nous tous. Enfin, moi, je suis désolée, j'apprends un truc, à la fin du contrôle, je l'oublie parce que c'est pas quelque chose qui, pour moi, qui me semble nécessaire. Voilà. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, je suis une énorme brêle à l'école, vraiment. Et en fait, ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que, par exemple, moi, ce que je veux faire, c'est de la couture, mais je sais que, par exemple, si j'ai pas le bac, si j'ai pas une moyenne de 10 en français, et par exemple, je peux pas intégrer l'école. Alors qu'on va faire de la couture. Rien à voir avec le français, quoi. Et je sais que, par exemple, avec le bulletin que j'ai aujourd'hui, je peux pas aller faire de l'architecture ou une fac de langue. C'est pas possible, parce que c'est pas dans la norme, en fait. Ça renvoie un peu à en fait, ce que pourrait dire des fois, ce que j'ai entendu de, par exemple, mon père, etc. Il comparait ça avec le permis en disant, aujourd'hui, on t'apprend pas à conduire, on t'apprend à avoir le permis. Ce qui est... En fait, c'est une notion, en fait, on prend que en compte la finalité qui s'applique genre à nous aussi, parce que déjà les notes, et ça n'a jamais été vraiment une question de progression. En général, on nous dit ouais, on regarde un peu votre progression et tout. En fait, pas trop, parce que là, déjà, ça fait 2 ans qu'on nous dit en fait, là, vos notes sont sur un dossier, en fait, donc ça va compter énormément pour plus tard. Donc, c'est-à-dire que si t'as pas, genre, là, maintenant, des super notes, ça va peut-être être chaud pour aller dans une future école. Et du coup, ce truc de progression, de vraiment apprendre juste, on l'a pas. On nous apprend pas à avoir, je sais pas, des compétences ou des connaissances en plus, on nous apprend à avoir le bac, en fait. Ce que disait avec Kara et Camille aussi, c'est-à-dire que même un développement, on va dire, plus personnel, enfin, se construire soi-même, du coup, on l'a pas trop non plus, parce qu'en fait, on se concentre tout sur le travail, etc. Alors que c'est comme t'as dit, t'as pas d'excellentes notes, alors que par exemple à côté, genre niveau, je sais pas, par exemple vie sociale, c'est genre,
c'est genre trop bien, genre ta situation elle est trop bien. Et genre, moi je suis en mode, bah ça c'est bien, enfin ça c'est utile, tu vois. Alors que par exemple, avoir mon bac de français, avoir des très bonnes notes en français, bon alors c'est bien parce que faire des bonnes phrases, etc. c'est utile, mais comme tu disais, faire des métaphores, savoir ce que c'est une métaphore, etc. c'est pas le truc le plus utile, tu vois. Ouais, sauf si tu veux faire écrivain, quoi. Après. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est en fonction de ce que tu fais. Puis du coup, en fait, quand on regarde ce que de base on parlait de vraiment la pression, etc., genre de tous ces burn-out, etc., en fait, il y a nous tous qui devons faire avec ce système-là, donc ce qu'on doit faire pour le bac, etc., plus stresser pour pour les écoles supérieures, etc., parce que c'est stressant, c'est comme ça, c'est genre pas n'importe quoi. Et ça s'additionne à des problèmes plus perso, qui s'additionnent aussi avec, on va dire, le manque de repères qu'on a. Enfin, on est loin d'être mature en fait. Il y a ça, du coup, tout ça fusionne. Il y en a qui arrivent à faire avec ça, et donc tant mieux pour eux. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout parce que il y a déjà des prédispositions. Il y en a qui sont dyslexiques, d'autres qui ont autre chose. Alors bon, Dieu merci, maintenant il y a les tire-temps. C'est sympa déjà. Mais c'est super galère pour eux et ils sont obligés de se plier parce que le rythme va pas redescendre. Et du coup, il y a ceux qui arrivent, ceux qui arrivent pas. Donc comme je disais, avec les problèmes perso, etc., donc tout ça se fusionne. Et même ceux qui arrivent, même pour parler hors du domaine scolaire, des fois, tu peux essayer d'aider certains, sauf que des fois, quand t'aides certains, la manière dont c'est fait que si t'en aides d'autres, c'est toi qui vas prendre du retard parce que tu vas prendre du temps pour toi qui aurait fait que t'arrives à tenir un rythme pour aider quelqu'un d'autre. Et du coup, ce temps-là, ça fait que c'est plus du temps à travailler, du coup tu galères un peu plus parce que t'as eu moins de temps à, réviser une leçon, etc. Ah oui, voilà, le fait qu'aussi on prenne pas en compte les élèves. J'ai l'impression qu'on les... En fait, on n'est même pas rentré dans la vraie vie, entre guillemets, adulte, etc. Même pas dans la vie étudiante en soi, qu'en fait, on est déjà abîmé de toutes parts. Alors déjà, après, ce qui est problème lié à l'enfance, etc., on a chacun plus ou moins entre guillemets, une chance par rapport à ça. Je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais voilà, c'est aléatoire. Mais par rapport au lycée ou quoi, ce qui en découle, je vais citer un exemple que voilà, il y a quelqu'un en terminale, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, et qui fait des crises d'angoisse et qui s'est pris 10 heures de colle parce qu'en fait il fait des crises d'angoisse. La CPE lui a donné 10 heures de colle parce qu'il est absent, parce qu'il fait des crises d'angoisse et que ça le met mal. Et en fait, ça l'encourage pas non plus à revenir en cours. Il se dit, mais... je pense, on s'imagine pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un angoissé comme ça, qui déjà est angoissé par les cours, puis après, en fait, les gens au-dessus encore arrivent à lui dire, mais c'est pas bien ce que tu fais. T'as pas à être malade, t'as pas à pas te sentir bien, t'as pas à avoir peur, en fait. Mais si, j'ai peur parce que je vais avoir des notes, parce que je suis en compétition avec les autres, parce que je vais devoir rentrer dans une école, j'ai peut-être pas forcément les compétences pour. Enfin, on m'a dit que j'avais pas les compétences pour, parce que ça, c'est aussi quelque chose, voilà. Et je trouve ça triste et horrible de limiter les gens comme ça. Enfin, en fait, on nous met des murs comme ça dans la tête, et on se prend les murs à chaque fois. Mais parce on nous dit qu'on n'a pas le choix. Mais bien sûr que si. Enfin, moi, je pense qu'on a le choix, et on choisit pas d'être malade, d'être pas bien. C'est des conséquences comme ça qui s'empilent, et en fait, à ces gens-là, on leur dit mais honte à toi en fait d'être là comme ça. Et je sais pas comment dire, c'est horrible de se dire qu'en fait on mérite pas de vivre parce qu'on a vécu des choses qui font qu'on n'est pas bien. Je sais pas comment dire, voilà. C'est presque comme si on n'était pas adéquat dans une société, quoi. On n'est pas dans le moule, du coup, t'as des problèmes, tant pis pour toi, tu vas pas pouvoir suivre. Mais est-ce que c'est mon problème? Non. Non, c'est ça. Et justement, ça arrive à un point où l'environnement scolaire, ça devient même plus un endroit où on peut se sentir en sécurité comparé à, je sais pas, la collège encore, ça pouvait aller, c'était terrible pour d'autres, ça allait pour d'autres. Mais je sais que cette année-là, par exemple, avec tout ce qui nous est tombé dessus, c'est vraiment devenu une plaie juste de se lever le matin et de venir en cours, car on a
pratiquement rien d'autre, quoi. Et on nous dit, on nous soutient vraiment que très peu. Il y a des gens, ils nous disent nous soutenir, mais c'est vraiment juste pour le factuel. Et c'est juste vraiment limiter tout ce qu'on doit faire, quoi. Ouais, pour revenir sur justement cet élève-là qui a des crises d'angoisse, etc., on lui a dit quasi clairement, on t'a dit, prends sur toi. Donc ce qui encourage à vraiment garder donc, justement donc, sur lui, ça veut dire ça se tombe bien. Du coup, voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent pas entendre et que juste faut le garder. Sauf que garder ce genre de choses-là, ça fait mal plus qu'autre chose. Donc déjà pour ça, c'est déjà stressant. Pour la suite, c'est encore pire parce qu'il se dit mon dossier est taché, mon avenir est fichu. Et il y a encore un autre truc, là je vais vraiment sur autre chose. Quand tu parlais par exemple au collège, ça allait bien pour d'autres, etc., c'est qu'en plus de ça, il y a une question d'image où par exemple quand il y en a qui voient des gens qui en apparence ont l'air de parfaitement composer avec ça, ils se disent, tiens, moi j'ai genre, eux ils ont vraiment l'air de gérer parfaitement, moi je gère pas. Et du coup, il y en a pas mal qui peuvent se dire, j'ai raté un truc que je pourrais pas rectifier, ou il y a quelque chose, j'ai loupé le coche et il y aura plus d'occasion de rattraper ça en fait. En fait, le souci, je pense, de ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On n'est pas suivi, on est tout seul. On est tout seul dans notre sauce, là, au milieu. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Et si on peut se faire aider, eh ben, ça va s'arrêter un moment par un problème financier, problème de papier, problème... Qu'est-ce qu'on pourrait libérer pour que ça convienne mieux, l'école? Ben, pour commencer, ne pas nous mettre le bac en mars. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je préfère que ça se passe en mars. De mon point de vue, c'est trop tôt. Regardez, pour le bac de cinéma, on n'est pas prêt. Enfin, on n'est pas prêt. De toute façon, que ce soit en juin, je pense en fait C'est la même. que ce soit en juin ou en mars, on sera jamais. C'est ce que Agathe nous a dit. C'est de toute façon un court-métrage, t'es jamais prêt. Du moins, un court-métrage, ok. Mais regardez, par exemple, la littérature anglaise, c'est une pression où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on a à faire, on sait pas. Nos projets ne sont pas prêts. Moi, mon projet de littérature anglaise, j'ai juste le titre. Je pense que surtout le problème majeur, c'est que même les profs ne savent pas où ils sont. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en soi, si on nous expliquait clairement, il va se passer ça, il va se passer ça. La pression, elle n'y serait pas. Oui, c'est ça, en soi. Et en fait, c'est hyper dommage parce que les profs, ils nous disent, bon, ben, faites ça, et puis voilà. En fait, les profs nous disent, oui, on se fait chier parce que tout le monde a toutes les mêmes problématiques, etc., qu'on a vues en cours. Du coup, on vous donne pas de problématiques cette année pour pas que vous fassiez tous la même chose, mais au final, on va être tous perdus, on va aller chercher sur internet et on va tous retrouver la même problématique parce que en fait, je veux bien essayer de formuler une problématique, mais moi là pour l'instant, c'est le grand flou. Hein. J'arriverai pas à formuler une problématique. Du moment que j'ai ma problématique, ça y est, je roule. Mais en fait, même des gens, je pense, même des gens après la problématique, ils seraient en train de patauger. Donc en fait, je sais pas, ouais, tout le monde est perdu et personne sait quoi se dire et comment s'accorder en fait. Moi, je rebondis juste sur ce que tu dis, Camélia. Vouloir mettre les épreuves plus tard, c'est juste retarder le problème. Et vaut mieux l'affronter plutôt maintenant, et comme ça c'est fait, parce que dans tous les cas, que ce soit maintenant ou en juin, on sait même pas comment la situation elle va évoluer. On sait même pas si elle va évoluer, en fait, la situation, ça se trouve, elle va empirer. Alors qu'on se dit que là, depuis septembre, on nous dit oui, donc vous allez avoir les épreuves maintenant, il va falloir faire ça entre ce laps de temps-là, et après, comme ça, c'est fait. Et je me dis que si on décale les épreuves, ça veut dire que tous les efforts qu'on a donnés, tout ce qu'on a fait pour que justement ça rentre dans le temps prévu, et ça va se relâcher pour au final que le problème revienne un mois après. Non, mais ça, je suis d'accord. Franchement, c'est autant passer maintenant parce que dans tous les cas, et on aura juste à se concentrer sur le grand oral, quelque chose qu'on peut plus être préparé que les autres, et voilà. Du moins mettre moins de choses, ou je sais pas. Ah oui, par contre, aménager les épreuves, ça moi je dis pas non, parce que là, les épreuves, on va arriver devant la fin, on va se dire bon, c'était pas du tout ce qui était prévu dans les plans, mais c'est pas grave. On est là, quoi. Moi, personnellement, c'est les maths. Honnêtement, je me dis que passer en juin les maths, ça va être encore plus catastrophique que les passer maintenant. Moi, je pense que si
décaler les épreuves, ça serait pas la recette miracle. Moi, je pense que ce qui serait vraiment... Enfin, si on veut décaler les épreuves, il faudrait... Enfin, ça serait refaire carrément une réforme du lycée. Alléger au maximum les programmes, parce qu'on a un rythme de fou. Moi, je pense, en histoire, on enchaîne les chapitres, mais c'est un truc de fou. Le rythme, c'est un truc de malade. C'est une semaine, une ou 2 semaines, on fait... ouais, c'est ça, un cycle. C'est un rythme de malade, et on n'a pas le temps on n'a même pas le temps de prendre en compte toutes ces informations, de les comprendre, de peut-être en déduire quelque chose, parce que c'est ça là-bas, justement, notamment pour l'histoire ou en géopolitique, par exemple. L'idée, c'est d'être au courant de ce qui s'est passé dans l'histoire du monde ou en France en général, pour essayer d'en sortir quelque chose, une conclusion. Ce qu'on veut, c'est que pour peut-être éviter les événements qui ont été graves, pour après justement se forger un avis critique, tout ce genre de trucs. C'est ça l'idée au final. Mais quand on a un rythme de un thème par semaine, on n'a pas le temps de prendre en compte ces informations, de peut-être les réfléchir, de peut-être donner notre avis pour voir si jeune on a bien compris tout ça. Et puis si on a compris, de toute façon tu le verras bien à ta note de contrôle. Et si ta note de contrôle prouve que apparemment tu n'as pas assez bien compris, ou alors tu n'as pas assez bien expliqué ce que tu as compris, et ben du coup ça donne, c'est pas grave, tu te rattrapes pas sur le prochain contrôle qui n'a du coup pas forcément de rapport direct avec le thème principal. Et du coup c'est ce rythme de fou qui je trouve est vraiment très problématique. Il faudrait peut-être laisser plus de temps sur quelques thèmes plutôt que de vouloir enchaîner tous les thèmes comme ça. Puis même qu'on puisse en obtenir quelque chose, parce que on va apprendre la leçon, mais est-ce qu'on va vraiment s'en souvenir vraiment une semaine plus tard? On apprend des choses en boucle à la suite, mais finalement à la fin, est-ce que c'est vraiment utile parce qu'on va l'oublier d'ici 1 mois? Donc si on doit apprendre les choses, autant qu'elles soient importantes qu'elles restent dans nos mémoires. J'ai l'impression qu'on nous les enlève en fait, les rêves. Enfin, je sais pas comment dire, on part tous avec une base où on a tous des rêves de gamins, enfin, des trucs, des fois c'est réalisable, des fois c'est irréalisable. Et ce qui est réalisable, on se dit, il y a encore un espoir, peut-être ça peut se réaliser, on donne tout ce qu'on a pour. Et en fait, c'est les autres qui nous mettent des barrières en disant, toi, tu réussiras pas. Juste sur base de notes, sur base de choses. En fait, sans connaître une personne, on se permet de la juger parce qu'on est plus vieux, parce qu'on pense être plus sage. Et je trouve ça... ce truc du respect de la personne plus vieille, je trouve ça un peu débile en soi, parce que les vieux, ils n'ont pas toujours raison. Et en fait, les nouveaux avis aussi comptent, parce que les nouveaux avis, c'est les avis de ceux qui vivent maintenant une situation que les autres n'ont pas vécue. Et je trouve que l'idée du « oui, mais moi, à mon âge, tu sais », en fait, c'est des arguments... irrecevables, je trouve. Parce que, oui, c'était à ton âge, mais moi, à mon âge maintenant, moi, à mon âge de maintenant, ça se passe plus comme ça. Et je pense qu'il y a aussi une déconnexion entre les vieux et les jeunes à cause de ça. C'est vrai que du coup, le dialogue maintenant, comme tu as dit, entre les vieux et les jeunes, c'est un peu gros, mais il est super compliqué parce que, en fait, déjà, nous, on sait qu'on est dans une situation compliquée, donc déjà, c'est compliqué d'en parler. Mais en plus de ça, quand la personne d'en face nous écoute pas, c'est encore pire. Parce que de trop en parler, on va nous dire « ouais, bon, t'abuses peut-être ». Mais du coup, nous, on se dit quoi? On va pas en parler, comme ça c'est fait, mais ils vont se dire « du coup, si on en parle pas, c'est qu'il y a rien ». Sauf que, en fait, le problème maintenant, il est même plus personnel, il est devenu général. J'ai l'impression, parce que moi, je pensais être vraiment la seule dans cette situation. Mais là, tous vous entendent dire « oui, donc moi, je trouve que c'est trop stressant ». Je me dis « ah ouais, donc en fait, je suis vraiment pas la seule bizarre ou qui a mal vécu le truc, c'est vraiment devenu un problème général ». Et on reste trop focus sur quelque chose de précis au lieu de prendre vraiment l'avis général. Pour rebondir sur ce que tu dis, Ornella, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on a l'impression de se connaître, mais on se connaît absolument pas. C'est-à-dire que moi, alors, j'ai conscience qu'il y a d'autres gens qui peuvent vivre les mêmes choses, etc., le stress, etc. Mais quand tu vois les gens au premier abord dans leur vie de tous les jours, tu te dis, non, eux, ils gèrent trop le truc, ils sont trop contents d'être là, moi j'ai un problème. Et en fait, on a l'impression qu'on est tout seul face à notre problème et que jamais personne comprendra
Ou alors que les personnes qui seraient aptes à comprendre, et ben en fait ça devient une compétition. C'est de celui qui aura le plus de problèmes, celui qui sera le plus comme ci ou comme ça. Et c'est horrible de se dire que, surtout pour des choses qui sont un peu plus d'ordre psychologique, etc., de se dire qu'il y a une compétition. Celui qui est le plus malade, être malade, c'est pas quelque chose de drôle. Surtout être malade de la tête, c'est quelque chose qui se guérit, mais c'est difficile. Et en fait, il y en a qui font la compétition à celui qui a le plus de troubles, celui qui angoisse le plus. Enfin, et je trouve ça horrible, ce genre de compétition. Et donc, soit on n'est pas écouté, soit on est en compétition. Et du coup, si on est en compétition, il y en a, ils se disent je me trouve pas légitime à avoir des crises d'angoisse, à être dépressif, à être... Voilà, sachant qu'en plus, il y en a, ils sont pas forcément diagnostiqués, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, on se connaît pas. On connaît pas les gens autour de nous. On se connaît, on prétend se connaître nous, on prétend connaître les autres. Et je trouve ça un peu... et la notion de masque, je pense que ça ajoute encore plus à ce truc-là de... On a l'impression de se connaître, mais on se connaît pas. Parce que moi en mémoire, j'ai vos visages avec les masques, mais il y avait une époque où on se connaissait sans masque. Et je sais pas, ces images-là, elles sont parties de nos têtes. Parce que, je sais pas, on prétend se connaître sur le moment, mais on se connaît pas. Et on a tous on est tous pareils, j'ai l'impression. Tu disais que c'était une compétition, la compétition de qui a le plus de problèmes, etc. En apparence, c'est vrai que ça peut y ressembler. En vérité, je pense que c'est plutôt une espèce de truc où voilà, il y a une espèce de tentative de dialogue maladroite parce que, encore une fois, on sait pas trop comment faire. Et que, du coup, ça peut être quelqu'un qui dit moi aussi, je suis dans ce cas-là aussi. Oui, c'est ça. Et, sauf que, du coup, on peut penser que c'est une compétition parce que le truc, c'est que c'est déjà super dur de gérer et d'aller au-delà de ceux qu'on a nous. Si en plus on essaye d'aider, si en plus faut faire attention à ceux qu'ont les autres, alors faux, hein, mais le truc c'est que c'est déjà hyper dur de gérer nos problèmes, gérer ceux des autres, ça fait hyper peur, ça fait comme s'il y avait une triple dose à gérer ou quoi, et on se dit, des fois il y a une sorte de facilité de notre côté aussi, on se dit, moi, j'ai réussi à aller au-delà, etc. Il n'y a aucune raison que lui puisse pas faire la même, etc. Alors que, sauf qu'en vérité, on se dit, on n'a pas les mêmes points de départ, pas les mêmes conditions, donc ça peut pas se passer de la même manière. C'est vrai que le problème de communication, c'est un vrai problème parce que c'est ce qui est à la base, c'est une des missions que normalement l'école devrait s'en charger d'essayer de nous faire comprendre à comment on peut s'exprimer, comment on peut dire déjà ce qu'on ressent, comment dire ce qu'on veut, puis tout ça dans les règles de la société, tout ça. Parce que c'est vachement, on dirait pas comme ça, mais la communication c'est quand même quelque chose de vachement compliqué. Et moi je parle personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à parler, à communiquer par exemple, ne serait-ce qu'avec mes parents ou quoi que ce soit. Parce que par exemple, pendant tout le collège, je parlais pas du tout, en fait, je savais pas concrètement comment parler. Il y avait j'avais des problèmes comme à peu près tout collégien et tout ça, mais j'en parlais pas, en fait, je restais muet et tout ça. Donc heureusement, j'ai pu quand même avoir des parents qui m'ont inscrit dans une sorte c'est une sorte de psy, mais enfin c'est une CMP. Et bref. Et du coup, en gros, ça m'a permis, au bout d'un petit bout de temps, quand même, de faire un travail, en gros, sur comment on peut exprimer ce qu'on ressent, comment les gens vont le recevoir, parce que, moi, je sais que je pourrais pas dire à tout le monde ce que je ressens, ce qui est normal, parce qu'il y a des gens, déjà, qui vont peut-être qui vont avoir un jugement, qui manquerait peut-être de tact, ou de trucs comme ça. Et puis aussi, faut savoir parler. Donc c'est important de savoir parler de ses problèmes, mais il faut aussi savoir écouter, parce que tu peux très bien parler de tes problèmes comme ça à un ami, un très bon ami ou quoi, mais je veux dire, si tu balances tous tes problèmes comme ça et que tu ne l'écoutes pas, parce qu'on a tous des choses qui nous ont marqués, du coup des traumatismes,
sont plus ou moins graves, mais il faut en parler. Et si l'autre, par exemple, encaisse tous les problèmes, bah, ça peut devenir aussi, dans ce cas-là, toxique pour cette personne qui encaisse tous ces problèmes, puisqu'il ne peut pas non plus parler. Donc en fait, ça serait intéressant de peut-être plus donner de l'importance à, par exemple, savoir comment on peut communiquer. Et comment on échange, et à partir de quel moment ça devient fructueux, à partir de quel moment ça devient une relation vraiment fructueuse pour l'un et pour l'autre. Il faut éviter de prendre l'un pour un radeau et l'autre uniquement pour le sauveur, quoi, s'ils ont tous les problèmes. Il y a de ça, c'est un échange de bons procédés, il faut avoir cette logique. Et puis quand on arrive à ce genre de relation, tu comprends comment c'est important et comment c'est bénéfique. Je pense qu'il faut apprendre ça aussi aux enfants, parce que ça s'apprend dès l'enfance. La communication entre enfants, c'est super important, enfin selon moi, bien sûr. Mais faut apprendre ça dès la maternelle, quoi. Faut apprendre aux enfants à parler, à communiquer, et peut-être en leur apprenant ça, ils seront pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et si déjà à l'école la communication elle est quand même elle est pas forcément ouf. Enfin, là par exemple le problème il ressort qu'aujourd'hui parce que on s'est trouvé à faire une discussion comme ça toute banale entre élèves, on faisait un peu pas un débat mais on rebondissait sur ce que l'autre disait et puis on s'est dit ah ouais ça peut être intéressant de parler de ça, mais quand on regarde ce problème n'est jamais ressorti parce qu'on nous demande d'écrire sur un papier ce qu'on pense. Je suis désolée mais ça il y a certaines personnes elles n'arrivent pas forcément à écrire. Comme moi, personnellement, je n'arrive pas du tout à m'exprimer à l'écrit. Et donc déjà ça, d'exprimer par un papier, je sais pas, mais moi, je trouve ça pas du tout pareil que parler à l'oral. Ou alors, si on a un problème, il faut aller voir le délégué. Mais qui te dit que tu as envie d'aller voir le délégué pour que le délégué aille le dire à quelqu'un de plus âgé pour qu'il règle le problème. Pareil, le délégué, ça sert à rien. Je veux dire... Il faut que la communication, ça s'apprend, je pense, et ça, comme tu as dit, dans l'enfance, tout ça. Mais aussi, il faudrait que l'école, elle nous aide aussi, parce que ça vient de la maison, je pense aussi, la communication. Déjà, ça part de là. Mais si l'école aussi, il faudrait que l'école aussi, elle nous aide à aller plus loin dans ça. De quoi vous avez peur Du futur. L'avenir. C'est vrai que c'est un truc, ça vient régulièrement. Beaucoup de gens me disent que j'ai peur de savoir ce qu'il va y avoir après parce que j'en ai aucune idée. Et ça les stresse à un point. Mais moi, en fait, au début, j'étais en mode ça me va pas me stresser, mais en y réfléchissant, je suis stressé en fait. Bah oui, en fait, moi ça amène, toute ma vie, je me suis mis un voile pour pas être stressé, pour pas penser à l'avenir. Je sais pas. J'ai encore 1 an, encore 2 ans. Là, j'ai encore 3 mois. Ouais, c'est un peu ça. C'est quoi ça? Remettez-en 1 an. T'imagines que c'est facile, t'avais peut-être tout renfouir, machin, alors en fait, non, c'est pas facile. Vous parlez d'orientation là? Ouais. C'était l'un des sujets. En fait, c'est vrai, ce qui est le plus stressant, c'est l'orientation. Moi, je sais même pas ce que je vais faire dans 3 mois. À vrai dire, je sais même pas ce que je vais faire dans 1 mois, donc je sais pas. Donc dans 2. Putain, mais je sais pas ce que je fais demain, je sais pas ce que je fais. Non mais vraiment c'est ouf, je sais pas où je vais être. Je sais même pas si je vais redoubler, je sais même pas si je vais être dans une école, je sais même pas si je vais être dans un autre pays, je sais pas ce que je vais faire. Après là ça va être mon cas personnel mais ça peut s'adapter à tout le monde. Personnellement j'ai une philosophie de vie qui fait que faut vivre le moment présent, prendre ce qu'il y a à prendre et parce que tu sais pas ce que tu auras demain. Mais en fait, le Covid, il est un peu tout chamboulé parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvés enfermés chez nous. Et puis, pas que pendant 1 mois. Ça a presque mangé 1 an de notre vie. Et en fait, c'est 1 an de notre vie, c'est un peu le moment de transition où tu comprends que ce qui va se passer plus tard va arriver très vite. Et du coup, ça fait que tout s'est déroulé super vite et qu'à l'heure d'aujourd'hui, la question de l'avenir, il fait extrêmement peur. Et personnellement, quand je me dis des fois, ouais, mais avant tu pensais en mode vie le jour, tu sais pas ce que tu vas avoir demain. Et de pas savoir ce que je vais avoir demain, maintenant ça me stresse et ça me fait peur. Et du coup, ça fait que ce qui se passe dans le présent maintenant, c'est un peu tout brouillon, quoi. Le fait d'avoir pu en discuter ou quoi, déjà ça va, je vais me dire, souffle un petit peu, t'es pas toute seule dans cette situation, tout va bien. Et ça, après, on va quand même se reposer les mêmes questions. Mais on va toujours repenser à cette discussion. Donc ça aussi, c'est bien. Je pense, C'est bien. Pour moi, c'est très très précieux.